bonjour à ceux qui nous retrouvent maintenant. C'est la 3e édition avec Territoire Sénat. Et maintenant, tout de suite, c'est l'actualité de ce qui se passe au Sénat et en politique, Saveria. Bonjour à tous. Coup d'envoi aujourd'hui de l'examen de la réforme de la fonction publique au Sénat. Un texte sur lequel les sénateurs comptent bien imprimer leur marque, notamment en ce qui concerne la fonction publique territoriale. La gauche, elle, dénonce une privatisation rampante des services publics. La réforme du règlement du Sénat, un texte présenté par Gérard Larcher pour moderniser, simplifier, mais aussi accélérer les travaux de la Chambre haute. Une réforme qui s'inscrit aussi dans la perspective du report de la révision constitutionnelle. Le PS plaide pour l'union contre la privatisation d'ADP. Les socialistes ont dévoilé leur plan de route pour recueillir les 4 700 000 signatures nécessaires à la tenue d'un référendum, un défi de taille pour y arriver. Il faut obtenir 17 000 signatures par jour d'ici 9 mois. Je vous le disais en titre, c'est le coup d'envoi aujourd'hui de l'examen de la réforme de la fonction publique au Sénat. Un texte sur lequel les sénateurs comptent bien imprimer leur marque, notamment en ce qui concerne la fonction publique territoriale. La gauche, elle, dénonce une privatisation rampante des services publics et un projet d'affaiblissement de la fonction publique. Explication Alizée Boissin. Adopté fin mai à l'Assemblée nationale, le projet de loi de la fonction publique est loin d'être une révolution. Celui-ci prévoit de s'aligner sur les méthodes du privé, notamment en facilitant les recours aux contractuels, une pratique déjà existante, ou encore en créant un contrat projet, une sorte de CDD de 1 à 6 ans. Mais ce qui inquiète le plus les syndicats, c'est la fusion des instances de dialogue social et la mise en place d'un dispositif de rupture conventionnelle, à l'image du privé. Un tournant que dénonce la gauche sénatoriale. Dans un tweet, le sénateur socialiste Jérôme Durain critique la philosophie du texte. En somme, Macron sur les fonctionnaires, c'est du Fillon allégé. Il y a moins de suppression de postes, mais le même goût désagréable d'affaiblissement du service public que le Fillon normal. De son côté, la majorité de droite du Sénat a déjà adopté en commission les mesures phares du projet de loi. Selon l'un des co-rapporteurs, sans être une véritable transformation pour la fonction publique, le texte va dans le bon sens. La contractualisation de plus en plus importante dans la fonction publique me paraît quelque chose de tout à fait intéressant. Il n'y a aucune raison que tous les fonctionnaires, ou tous les agents publics du moins, qui servent le public, soient sous un statut à vie de fonctionnaire. Et il faut aussi simplifier, je pense notamment à la fonction publique territoriale, la manière dont nos collègues élus, les maires en particulier, peuvent recruter. Donc simplifier, assouplir, tout ce qui ira dans ce sens-là sera soutenu. La Chambre haute entend aller plus loin sur le texte sur 2 points. D'abord, sur l'embauche des agents handicapés, puis sur l'installation des agents publics dans les zones enclavées. L'hémicycle devrait surtout se diviser sur la réforme de l'ENA, ainsi que sur l'encadrement des carrières longues des fonctionnaires. Après les européennes, place aux municipales. La République En Marche a dévoilé ses premiers candidats pour ce scrutin. Objectif, atteindre au moins 10 000 conseillers municipaux en mars 2020. Mais les cas les plus épineux, notamment celui de Paris, n'ont pas encore été tranchés. Reportage Quentin Calmet. Ce sont les premiers de cordée pour les municipales. 19 candidats investis pour 2020 avec l'étiquette En Marche. Valenciennes, Clichy-sous-Bois, Nevers. Cette première vague était consacrée à des villes aux enjeux faibles. Car ces élections, le parti dit l'aborder avec humilité. Aujourd'hui, nous comptons environ 2000 conseillers municipaux. Nous voulons pouvoir dire qu'à minima, nous aurons multiplié par 5 le nombre d'élus municipaux dans les différents conseils municipaux. C'est une première barre que nous nous fixons. Principale interrogation, qui investir dans toutes les villes dirigées par des maires macro-compatibles mais qui n'appartiennent pas au parti présidentiel? Lyon, Angers, Tours, Orléans, Amiens, Nancy. Que faire de ces élus sortants? Le parti entend décider ville par ville. On fera du cas par cas et on regardera quelles ont été les prises de position des maires, tant sur leurs projets municipaux, mais aussi sur les grandes orientations nationales et électorales, et notamment les européennes. On ne va pas leur demander de prendre une étiquette LREM. En revanche, on va leur demander, s'ils nous le demandent, on va leur accorder un soutien de LREM. Donc, voilà. Et donc ça voudra dire quand même qu'ils s'engagent dans un processus de travail avec la majorité aujourd'hui et pour l'avenir. Une première conférence polluée par une polémique sur le mode de désignation des candidats par une commission interne au parti. À Paris notamment, certains souhaiteraient organiser une primaire face à l'abondance des candidats. Une idée balayée aujourd'hui. Il faut revoir ce que Emmanuel Macron avait dit en 2016 du système des primaires, qui est un système qui, au fond, affaiblit bien souvent les candidates et les candidats
qui les traversent. La décision pour Paris sera quant à elle annoncée le 10 juillet. Voilà, on poursuit l'examen de l'actualité parlementaire avec notamment tout de suite le face-à-face politique. Bonjour Hervé Marseille, bonjour, merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes président du groupe centriste au Sénat et bienvenue. Bonjour Hervé Marseille. On parle bien sûr avec vous de la réforme de la fonction publique puisque c'est le texte qui est examiné aujourd'hui au Sénat. J'aimerais vous entendre sur on vient de le voir, les investitures de la République En Marche pour les municipales. Elles ont en partie été dévoilées hier. Quelle est la position de votre parti? Quelle est la position que les centristes vont adopter face aux candidats En Marche? Est-ce que vous allez présenter des candidats dans toutes les villes face à chaque candidat En Marche? Écoutez, d'abord, il y a eu peu d'investitures. Hein. Il y en a eu une vingtaine. Voilà, c'est peu de choses. C'est pas des très grandes villes pour la plupart. C'est très divers. Bon, on n'est pas face à En Marche parce qu'il y a assez peu de sortants En Marche. Donc, il y a des endroits, je pense, où il y aura des associations naturelles, quelle que soit la couleur du maire sortant. Et puis, il y a d'autres endroits où ça sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, ça sera du cas par cas. Oui, mais je ne comprends pas bien la logique de fonctionnement dans ce dispositif. Comment ça? Je veux dire, c'est un peu à la tête du client, quoi. C'est Monsieur Robinet, il n'a pas été gentil aux européennes, donc on met un candidat contre lui. On interroge en se disant, mais est-ce qu'on va faire la même chose à Toulouse ou à Bordeaux? Je veux dire, c'est un peu particulier, quoi. C'était un peu particulier, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, le Sénat s'apprête à examiner cet après-midi la réforme de la fonction publique. Selon Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, ce texte constitue une boîte à outils pour améliorer la gestion des ressources humaines. Est-ce que c'est votre sentiment également? Écoutez, nous allons, avec l'apport évidemment du Sénat, voter le texte, vraisemblablement. Donc vous y êtes favorable? Oui, globalement, c'est un texte qui apporte des choses. On est loin de l'ambition affichée quand même. Comme souvent dans les textes amenés au Sénat, il y a une ambition très forte que nous partageons. C'est vrai qu'il fallait réviser la situation de la fonction publique. Pour autant, on est un peu resté sur notre faim, quoi. Et donc, il y a eu pas mal d'apports. On a fait des amendements importants sur tout ce qui est apprentissage, par exemple. C'est important dans la fonction publique. Sur le fait de pouvoir passer des concours, non plus des concours, mais pouvoir entrer dans la fonction publique sur titre et sur un certain nombre d'autres aspects. Je crois que c'est plutôt, on peut parler d'adaptation de la fonction publique et non pas de réforme. Est-ce que c'est véritablement un texte qui modernise le statut de fonctionnaire ? Non, d'autant que, je veux dire, là encore, on adapte, on assouplit, on améliore, mais ça n'est pas une révision déchirante. Je crois que la fonction publique, il y a un paradoxe. Tout le monde souhaite plus de services et de fonctions publiques, surtout dans les territoires, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes. Mais en même temps, on dit qu'il faut faire des économies, et c'est dans la fonction publique, qui constitue un poids financier important pour l'État, qu'il faut rechercher les économies. Le président de la République, lorsqu'il était candidat, avait annoncé 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. On est loin du compte, on est à 5 ou 6 000. Donc, je veux dire, à la fois, c'est un besoin d'économie, et en même temps, il y a une demande très forte dans la fonction publique, donc il faut qu'elle se transforme. Alors, un des grands points du texte, c'est le recours au contractuel. Le texte prévoit de favoriser ce recours au contractuel. Est-ce qu'il faut y voir un alignement sur le privé? Est-ce que l'emploi à vie des fonctionnaires est menacé? Écoutez, la société a évolué. Aujourd'hui, il y a des métiers nouveaux, ça va très vite, à commencer par les métiers du numérique. Et à chaque fois, les grilles, ce qu'on appelle les grilles de la fonction publique, sont en retard par rapport à l'évolution du monde et de la société. Donc il faut pouvoir assouplir le cadre de la fonction publique. Si on veut trouver des gens qui soient compétents en matière numérique, par exemple, il faut pouvoir faire appel à des contractuels. L'emploi à vie n'a plus lieu d'être pour les fonctionnaires ? Aujourd'hui, je comprends bien que dans certains syndicats, on défend mordicus, j'allais dire, le statut et l'emploi à vie. Mais je crois qu'on est loin du compte. La société, aujourd'hui, elle est très évolutive. Vous avez évoqué tout à l'heure les apports du Sénat. C'est effectivement, en particulier en ce qui concerne la fonction publique territoriale. Olivier Dussopt, qui était notre invité à l'instant, dit qu'il est plutôt contre ce que le Sénat a ajouté en ce qui concerne la fonction publique territoriale. Vous comptez effectivement travailler surtout sur l'apprentissage et notamment sur le rôle des collectivités dans le développement de l'apprentissage. Absolument. Aujourd'hui, on voit bien que les collectivités, qui constituent un maillage important, sont sollicitées par des jeunes pour
effectuer un apprentissage, mais elle ne bénéficie pas jusqu'à présent des mêmes possibilités que le privé. On n'est pas aidé, donc ça coûte cher. C'est quelque chose qui est une charge pour les communes, pour les départements et les régions. En revanche, ils peuvent beaucoup apporter, ces collectivités. Et donc, il était indispensable de les insérer mieux dans le dispositif d'apprentissage. Donc, vous avez amendé le texte en ce sens, et concrètement... Concrètement, il va y avoir une recette qui va être affectée et on va pouvoir, financer ces apprentissages en partie. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'adressent à leur mairie, à leur département, à leur région, qui vont pouvoir, j'espère, trouver un débouché. Un mot encore sur ce texte. Qu'en est-il de la suppression de l'ENA qui avait été bien sûr annoncée par Emmanuel Macron? Est-ce qu'elle est bien prévue dans ce projet de loi de réforme de la fonction publique? Pas véritablement. Il y a une mission qui a été confiée à M. Thirier, on le sait, on va attendre ça. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, l'ENA, c'est une chose, c'est symbolique, ça fait beaucoup parler. Mais la fonction publique, ça ne se résume pas à l'ENA. Il faut aérer la fonction publique, la haute fonction publique, il faut diversifier son recrutement, il faut démocratiser son recrutement, ce qui était le souci à la base et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on continue le travail parce que avoir l'ENA, c'est aussi important. Quelques mots sur la révision constitutionnelle. Le Premier ministre Édouard Philippe, lors de son discours de politique générale la semaine dernière, a annoncé un report de cette réforme, de cette révision. Est-ce que vous regrettez de ne pas pouvoir avancer sereinement, de ne pas aboutir sur cette réforme importante? Oui, je crois que c'est un feuilleton qui dure depuis 1 an et demi. Je serais tenté de dire tu veux ou tu veux pas. Je veux dire, depuis 1 an et demi, on nous dit on va faire une réforme, et depuis 1 an et demi, on nous dit aussi oui, mais au Sénat, on sait que vous allez manœuvrer, que ça n'aboutira jamais, que le président du Sénat est très malin. Bon, je crois que la réforme, elle a été voulue par le président de la République. Nous l'avons examinée, travaillée dès qu'on en a eu connaissance pour l'ancienne mouture. Il y en a une nouvelle qui est plus légère. Comme l'a dit le président du Sénat, on est disponible et prêt à faire aboutir cette réforme, sous réserve évidemment du dialogue utile pour Mais justement, adapter. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous souhaitez réellement aboutir à un accord sur cette réforme? On nous propose une réforme. Ce n'est pas le Sénat qui la demande, la réforme. C'est l'exécutif qui veut réformer la Constitution. Nous y sommes prêts. Pas à n'importe quelle condition, mais nous y sommes prêts. On l'a toujours dit. Donc si cette réforme doit être engagée, on essaiera de travailler pour la faire aboutir. Édouard Philippe a également annoncé un nouvel acte de décentralisation avec un projet de loi pour l'année prochaine. Vous saluez justement cette main tendue aux territoires, aux collectivités, ce nouvel acte, cette nouvelle phase de la décentralisation? Oui, je crois que d'abord, il a eu le mérite de venir devant le Sénat pour en parler, ce qui est une bonne chose. Et puis ensuite, je crois que la crise des Gilets jaunes a montré qu'il était indispensable de retravailler avec les territoires, avec les maires, avec les collectivités. Donc il va y avoir de nombreux textes, il va y avoir le statut de l'élu local qui va arriver à la rentrée, il va y avoir une réforme de la loi NOTRe, qui est une loi improbable et que tout le monde souhaite voir réformer. Et puis il devait y avoir peut-être cette réforme constitutionnelle qui concerne aussi les territoires et les collectivités. Donc je pense qu'il y a beaucoup de textes importants et le Sénat va s'y engager pleinement. Pour terminer, parce que nous allons en parler maintenant dans quelques instants, le référendum d'initiative partagée sur la privatisation de l'aéroport de Paris, il est lancé, la feuille de route, elle est lancée par les parlementaires socialistes. Est-ce que vous y êtes favorable à ce référendum? Est-ce que vous êtes contre cette privatisation qui est prévue d'aéroport de Paris? Écoutez, nous, dans mon groupe, nous avons voté de façon très différenciée. Oui, absolument. Moi, personnellement, j'ai voté plutôt pour la privatisation. Ce qui se passe, c'est un dévoiement du référendum d'initiative partagée. En quoi est-ce un dévoiement si 180 parlementaires ont signé et si les 5 millions de signatures, les 4 700 000 signatures sont recueillies? On voit bien qu'on a utilisé une faille du dispositif. Bon, c'est de bonne guerre, c'est comme ça. En plus, on voit bien qu'on a mélangé les torchons et les serviettes. Il y a de la France insoumise, du républicain. Tout ça est pas très visible pour le français. Et puis, on voit bien que le référendum, quand il est utilisé de cette façon, il va à l'encontre du Parlement et de la démocratie représentative. Donc il faut savoir où on met les pieds. Il y a d'un côté le Parlement, de l'autre côté les citoyens qui ont droit à la parole. Il faut trouver la voie moyenne et améliorer ce rythme. Hervé Marseille, vous assisterez-vous aux réunions que Gérard Larcher va mettre en place pour rassembler la droite et le centre. On a appris que Jean-Christophe Lagarde, lui, président de l'UDI, autre centriste, ne veut pas participer à cette thérapie collective. J'ai une question à vous poser. Pourquoi les centristes n'arrivent jamais à s'entendre? Est-ce que vous n'êtes pas, au fond, une force qui s'ignore totalement à cause de vous? Non, je pense simplement qu'il y avait un problème avec les Républicains, clairement,
depuis l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Il avait fait un choix, on a vu où il a mené, qui était un choix que nous avons contesté. Les Républicains ont le droit de choisir leurs responsables, c'est leur responsabilité, mais nous avons évidemment contesté ce choix puisqu'il méconnaissait le centre. Laurent Wauquiez avait les yeux tournés à droite. On a vu où ça a mené avec ses propres amis. Bon, aujourd'hui, les Républicains doivent trouver d'autres responsables, une autre ligne politique. Bon, c'est en fonction de cette ligne politique qu'on pourra apprécier les choses. Je veux dire, il y a toujours eu dans le passé une alliance entre la droite et le centre. Cette alliance a été rompue avec l'élection de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, il y a une période d'attente. On ne sait pas quelle va être la ligne des Républicains. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de centristes qui se sont détournés, évidemment, des choix qui étaient faits par la droite et le centre pour aller voter pour M. Macron. Merci Hervé Marseille. Merci. Et puis dans le reste de l'actualité, on en parlait à l'instant, le Parti socialiste plaide pour l'union contre la privatisation d'ADP. Les socialistes ont dévoilé leur plan de route pour recueillir les 4 700 000 signatures nécessaires à la tenue d'un référendum. Un défi de taille. Pour y arriver, il faut obtenir 17 000 signatures par jour d'ici 9 mois. Samia Dechir. Création d'un site internet, distribution de flyers ou encore traditionnel porte-à-porte, le Parti socialiste mobilise ses troupes pour le premier référendum d'initiative partagée. Objectif, obtenir les 4,7 millions de signatures contre la privatisation des aéroports de Paris. Un chiffre jamais atteint pour une pétition en France. La bataille se mènera en ligne, mais aussi sur le terrain. Nous allons aussi demander aux mairies socialistes de se mobiliser pour qu'elles puissent être des points d'accueil des populations qui seraient un peu en fracture numérique, permettez-moi l'expression, qui ont du mal à accéder au numérique. Aujourd'hui, il n'y a que 2000 communes qui ont été repérées pour pouvoir porter cette démarche. Eh bien, nous voulons qu'il y en ait 5000, 6000, 7000, 8000 qui fassent que finalement chaque Français puisse, quand il le souhaite bien sûr, venir signer cette démarche. Les communistes sont aussi sur le pont. Pour rassembler un maximum de soutien, ils comptent sur la fête de l'humanité en septembre prochain. L'an dernier, le festival a rassemblé 800 000 personnes. Nous aurons durant ces 3 jours des lieux dédiés et des outils informatiques, bien évidemment, pour permettre aux gens qui seront présents sur la fête de participer à cette pétition pour obtenir donc ce référendum. Communistes, insoumis, socialistes, chacun mène campagne de son côté, mais ils tiendront leur premier meeting commun mercredi à Saint-Denis contre la privatisation des aéroports de Paris. Voilà, on passe à l'agenda. Ce qui se passe au Sénat, Savaria. Alors à 14h30, un texte important, la proposition de résolution qui vise à clarifier et à actualiser le règlement du Sénat. C'est un texte présenté par Gérard Larcher et nous allons justement en parler dans quelques instants à 16h30. C'est le coup d'envoi de la réforme de la fonction publique, moderniser la fonction publique, la rendre plus attractive, plus réactive, c'est l'objectif du texte. Un texte qui prévoit notamment, on l'a dit, un recours accru aux contractuels et la fusion des instances de dialogue social. Et puis à 15h, une table ronde de la mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie, une table ronde avec les syndicats des plus grandes entreprises concernées par cette question, donc sur l'avenir de la sidérurgie, notamment des représentants d'ArcelorMittal ou encore de Saint-Gobain. Voilà, merci Saveria. Dans un instant, c'est l'œil de rubrique éclairage dans un instant. Bonjour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et merci d'avance de cet éclairage matinal. Bonjour Arnaud Benedetti, on va parler avec vous justement, on vient d'en parler de cette réforme du règlement du Sénat qui est examinée tout à l'heure en début d'après-midi dans l'hémicycle. C'est un texte qui est présenté par le président du Sénat, par Gérard Larcher. Pourquoi est-ce qu'il faut modifier le règlement et du Sénat et de l'Assemblée, parce que celui de l'Assemblée a été examiné également il y a 2 semaines. Il y a 3 objectifs. Il y a un premier objectif qui est un objectif de simplification. Deuxième objectif, c'est un objectif de toilettage. Et un troisième objectif qui est un objectif finalement de codifier des pratiques qui sont déjà rentrées dans les mœurs parlementaires. Je prendrai quelques exemples. Premier exemple, c'est qu'on va désormais, le Premier ministre devra, lorsqu'il voudra inscrire un sujet à l'ordre du jour prioritaire, prévenir la conférence des présidents 24 heures avant la réunion de cette conférence, ce qui n'était pas le cas. Le texte
met en avant aussi la nécessité de réaffirmer la prééminence de la commission des finances sur l'examen de ce qu'on appelle les amendements de séance. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui sont des mesures qui vont peut-être apparaître chirurgicales pour vos téléspectateurs, mais qui ont une importance, disons, dans l'amélioration du travail parlementaire et du travail des sénateurs. Lors de l'annonce la semaine dernière du report de l'examen de la révision constitutionnelle, Édouard Philippe a expliqué en fait qu'il laissait le soin aux assemblées de se réformer elles-mêmes. C'est aussi pour ça que c'est dans ce cadre-là que ce texte s'inscrit en fait. Oui, alors bon, la proposition a été faite le 12 avril. Il faut se souvenir qu'elle a été faite au moment de la fin du grand débat, organisé par le président de la République. Mais vous savez, dans l'histoire des relations entre le Sénat et l'exécutif, c'est une tradition, une récurrence, une permanence de voir le Sénat réviser son règlement lorsqu'il est en conflit avec l'exécutif. C'est arrivé en 1969 après le référendum de 1969 et du départ du général de Gaulle. C'est arrivé en 1981 lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir, et c'est même arrivé en 1989 avec l'émergence à ce moment-là d'une nouvelle génération de sénateurs. Mais pourquoi ce réflexe, vous nous dites, pourquoi ce réflexe de se moderniser quand il y a un conflit avec l'exécutif ? Dans un jeu d'équilibre des pouvoirs, il y a toujours pour une institution la volonté à un moment donné de réaffirmer son espace, si je puis dire, son espace vital institutionnel en essayant de se réformer, de réaménager. Donc ce texte est certes un texte qui permet d'améliorer aujourd'hui le travail des sénateurs, mais c'est un texte qui aussi s'inscrit dans une logique de débat politique que l'on a connue ces dernières semaines. Alors concrètement, de quoi s'agit-il ? C'est une modernisation, c'est une simplification. On parle de rendre plus lisible, plus facile d'accès le règlement, de simplifier, d'alléger des procédures. Est-ce que ça va aussi permettre de rendre les travaux du Sénat plus rapides, plus faciles ? Alors vraisemblablement, c'est aussi l'objectif, c'est de donner, si vous voulez, plus de vélocité aux travaux parlementaires au Sénat. Mais pour en revenir quand même, si vous me permettez, à la question de la révision constitutionnelle, moi je pense que cette affaire de révision constitutionnelle dans laquelle s'inscrit en effet ce projet de toilettage du règlement du Sénat, si vous voulez, c'est une sorte de valse à trois temps. Il y a eu à un moment donné la volonté donc du gouvernement d'offrir une réforme constitutionnelle à laquelle manifestement le Sénat n'était pas fondamentalement favorable, en tout cas dans un premier temps. Il y a eu ensuite, dans un deuxième temps, si vous voulez, une autre séquence qui me paraît importante, c'est-à-dire un Sénat qui a essayé de défendre, disons, sa propre conception de la révision constitutionnelle, et on voyait qu'il y avait une opposition entre le Sénat et l'exécutif. Et on arrive aujourd'hui dans un troisième temps où finalement, je pense que à la fois du côté du Sénat, mais aussi à la fois du côté de l'exécutif, le statu quo apparaît comme la meilleure des solutions. Et également du côté de l'exécutif, et de ce point de vue, le président Larcher n'a pas eu tout à fait tort de s'étonner finalement de la position du Premier ministre, parce qu'on était arrivé quasiment à des points de convergence qui permettaient d'une certaine manière l'adoption de cette réforme constitutionnelle. Sauf qu'il ne faut pas aussi négliger le fait que peut-être le gouvernement s'est rendu compte que l'abaissement du nombre de parlementaires, c'est une hypothèse que l'on peut mettre sur la table, constituerait pour une majorité plus tard finalement un point de faiblesse, parce que plus vous avez une majorité avec un nombre de parlementaires faible, plus vous avez du mal à maîtriser cette majorité. Très bien, merci beaucoup. Merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, d'avoir été notre invité ce matin. On passe aux unes de la presse. Saveria dans un instant, je crois. Il y avait bien un petit générique à la une du Figaro. L'exécutif durcit les règles de l'assurance chômage. Le Premier ministre dévoile aujourd'hui la réforme des règles d'indemnisation, un texte contesté à la fois par le patronat et les syndicats. Ces derniers n'étaient pas parvenus à s'entendre. La loi sera donc mise en œuvre par décret. Objectif réaliser 3 milliards d'euros d'économies en 3 ans. Parmi les principales mesures, l'instauration d'un bonus-malus sur les contrats courts, ainsi qu'une taxe sur les CDD d'usage. Les cadres supérieurs subiront également une dégressivité
l'exclusivité de leur indemnité, à l'exception de ceux âgés de plus de 53 ans. À la une de Midi Libre, le chasseur du futur, c'est un avion, bien sûr. Et ce chasseur du futur, c'est le projet d'avion de combat franco-allemand. C'est au Salon du Bourget que vous pourrez le découvrir. Emmanuel Macron a dévoilé hier le remplaçant du Rafale. Il succédera aussi à l'Eurofighter qui équipe plusieurs armées européennes. Pour la première fois, il ne s'agira pas d'un avion 100% français. Il s'agit d'un projet mené par la France avec l'Allemagne et l'Espagne. Il devrait entrer en service en 2040. À la une de Libération Champagne, c'est un laboratoire qui traque les faux steaks. On en a entendu parler ces derniers jours. Qu'y a-t-il vraiment dans vos assiettes? Altisia est un des rares laboratoires français capable d'analyser la viande que nous mangeons chaque jour. Ce laboratoire, pardonnez-moi. Allez-y, vous n'en avez pas mangé de viande? Non. Bon, ça va. Objectif, déterminer si un steak est vraiment composé de muscles ou bien d'autres choses. Je crois que je vais vous laisser finir. Absolument. Je rappelle, moi, que 750 tonnes de fausses viandes ont été livrées début juin aux banques alimentaires en France. C'est énorme. À la une des Échos de Haute-Vienne, c'est Limoges à la pointe du numérique adapté. C'est une école, elle s'appelle la Magie. L'école de magie des lentilles, c'est une application qui sort cette semaine. Et c'est la première application numérique adaptée aux enfants déficients visuels. Un projet inédit pour permettre à tous les enfants d'accéder aux livres, à la lecture et à la culture pour tous. Mes mains en or est une maison d'édition qui crée et adapte des ouvrages pour tous les enfants malvoyants et aveugles. Voilà. Voilà, puis on va terminer avec la une de la Provence. Voilà. Je crois que je vais vous laisser le faire. C'est une arme controversée qui est en vente. Qui va oser l'acheter? Quoi? Eh bien, l'arme la plus célèbre de l'histoire de l'art, c'est celle avec laquelle Van Gogh aurait mis fin à ses jours. Elle est mise aux enchères demain à Drouot. Estimation entre quand même 4 000 et 6 000 euros. Et c'est un bout d'histoire qui va se vendre là. Ce revolver de marque Le Faucheux aurait été utilisé par le maître, donc Van Gogh, pour mettre fin à ses jours le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise. Avis aux amateurs, il faut quand même débourser 60 000 euros. Hein, 40 à 60 000 euros. Voilà, absolument. mais ça démarre bas les auctions en général et ça finit à 60 000 euros. On verra voilà. ce que ça donnera. Merci Saveria. Merci à tous. À demain. Journée, au revoir. Nous, on reste ensemble, on regarde ensemble le météo des territoires, le temps qu'il fait en France, puis le Zap Matin de Christophe Combarius qui s'est passé également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Il fait figure de symbole. Gérard Chemla, investi par La République En Marche pour briguer la mairie de Reims. Il fera face au républicain Arnaud Robinet. Longtemps présenté comme Macron compatible, il fait aujourd'hui les frais d'un désaccord affiché avec l'exécutif. C'est la stratégie des 3 I. Intimidation, infiltration, irrespect. Enfin. Intimidation, pourquoi? On met le pistolet sur la tempe des maires en leur disant en gros, si vous n'êtes pas avec nous, vous aurez un candidat contre vous et surtout on vous fera la peau à l'arrivée. Parfois on nous accuse d'être ceux qui voudraient cette opposition. Enfin cette opposition elle est là. En 2017 j'ai bien regardé, il y avait Madame Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle et Emmanuel Macron. Bon, donc, et c'était pas la première fois que le jeu politique se positionnait de cette façon. Paris où la bataille fait rage entre les candidats de La République En Marche. Mais pas question de primaire. Comme partout en France, c'est la Commission nationale qui désignera le candidat le 9 juillet prochain. Il n'y a aucun doute sur les 6 candidats qui sont ici présents. On ira et on soutiendra toute la liste, tous ceux qui seront désignés par cette Commission nationale d'investiture. Paris a besoin d'alternance, les gens n'en peuvent plus des années Hidalgo. Je constate aussi que dans les systèmes de primaire, pour les élections municipales, d'autres formations politiques en ont eu l'expérience, donc généralement,
pas renforcer les candidates et les candidats qui sont sortis des primaires. On s'est constitué contre quelque chose, contre la guerre des égos permanents, contre, au fond, les consultations sur les personnes. Nous, on fait confiance au collectif. On fait confiance à l'intelligence collective de notre mouvement pour qu'au fond, cette commission puisse nous auditionner, qu'on dise quelles sont nos convictions, quels sont nos combats pour Paris, pour les Parisiens. Et puis, à l'issue de ce processus, bien que, au fond, on s'engage dans cette bataille. Vous avez peur que les dés soient pipés d'une certaine manière, que le président de la République ait déjà choisi Benjamin Griveaux, disons les choses clairement? Je n'ai peur de rien. Et tout le temps qu'on passe à se demander ce que le président a choisi ou pas, c'est autant de temps en moins qu'on passe à se préoccuper de projets. C'est lui qui décidera. C'est lui qui décidera. C'est pas le rôle du président de décider. Les règles sont très claires, en effet, et je les partage. C'est la Commission nationale d'investiture qui est, à mes yeux, tout à fait légitime. La question du calendrier, le calendrier nous a été annoncé jeudi dernier. Il n'y a pas 8 mois. Nous avons reçu par mail une convocation jeudi dernier. Eh bien, je dis que sur ce timing, sur cette temporalité-là, nous sortons à peine des élections européennes. Nous avons à débattre, à échanger, à proposer. Voilà, notre invité politique demain, c'est Adrien Quatennens de la France Insoumise. D'ici là, passez une bonne journée, merci de votre fidélité et rendez-vous demain, au revoir.